Vous êtes un chevalier Jedi, vous, hein? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Le sabre laser à votre ceinture. Il y a que les Jedi qui en ont des armes comme celle-là. L'arme noble d'une époque civilisée. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? La force? Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Je sens monter ta colère. Je suis sans défense. Prends ton arme. Tu peux me terrasser avec toute la force de ta haine et tu auras terminé ton voyage vers le côté obscur. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Le conseil m'a donné la permission de te former. Tu deviendras un Jedi. Je te le promets. Bonjour à tous, c'est Gary Cover, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Star Wars, l'univers étendu. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les deux uniques commentaires que j'ai sur iTunes, mais c'est mieux que rien, et quelques personnalités de Twitter, notamment Dark Vador officiel, qui a retweet l'un des derniers épisodes, donc je leur remercie. Je sais pas s'il y a eu d'autres tweets, j'ai pas pu suivre ça, mais en tout cas tous ceux qui ont pu retweet ça, qui ont posté des commentaires, qui partagent ce podcast avec leurs amis ou leurs connaissances, je vous remercie. Et on va continuer immédiatement avec la suite de l'Ancienne République, puisque toute l'arc en fait de Revan jusqu'à quasiment les films est de l'arc de l'Ancienne République. Donc il y a la première partie avec Revan qui est connue sous le nom de Chevalier de l'Ancienne République, et la deuxième partie qui commence notamment avec les débuts du jeu vidéo The Old Republic, s'appelle bêtement The Old Republic. Et on commence donc immédiatement avec ce nouvel épisode, The Old Republic. Vous avez fait la guerre noire? Oui, autrefois j'étais un chevalier Jedi, comme ton père. Après la disparition de Revan dans les territoires inconnus, la République a connu une période de paix de 300 ans. En moins 3681, la Grande Guerre Galactique démarre par une suite d'événements. Alors cette Grande Guerre Galactique est également appelée Grande Guerre Sith. Donc des vaisseaux de guerre sont apparus aux abords du bras de Tingel, qui est une des régions de la galaxie assez éloignée du centre, et voyant ces vaisseaux qui n'entrent en contact avec personne, la République décide d'envoyer une délégation, donc un petit vaisseau diplomatique avec son escorte de chasseurs, et à peine la délégation arrive à portée des croiseurs qu'elle est pulvérisée. C'est les Sith en fait qui arrivent, c'est l'incursion du Second Empire Sith dans les territoires connus, et c'est un acte de guerre. Les Sith avaient attendu volontairement que des républicains approchent pour envoyer un message de puissance, dire on est arrivé, méfiez-vous. Sans attendre qu'ils renvoient encore d'autres vaisseaux, et cette fois des vaisseaux de guerre, les Sith vont attaquer toutes les forces républicaines de la région, c'est le secteur Aparo, et ils vont prendre le contrôle de toutes les planètes afin de couper les renforts. De cette manière, les forces républicaines qui sont coincées dans le secteur Aparo ne peuvent pas s'échapper, et elles sont vouées à être détruites. C'est la première débâcle, parce qu'on ne parle même plus de défaite. En fait, la République est tellement surprise par cette attaque, ils pensaient que les Sith, du moins que l'armée Sith avait été complètement anéantie, ils n'avaient pas connaissance de ce second empire Sith. Du coup, ils s'étaient absolument pas préparés à ce que quelqu'un débarque et foute la pagaille. Donc là, ils se font ruiner. À partir de là, la République, c'est défaite sur défaite. C'est une catastrophe, personne n'arrive à s'organiser, et ça dure pendant 10 ans. La République subit défaite sur défaite, pendant que l'Empire Sith avance, en
prenant petit à petit tous les mondes de la bordure extérieure, et apparemment la flotte Sith semble inébranlable, on peut pas l'arrêter. Mais, il y a quand même un mais, quand l'Empire tente de traverser l'espace Botan, proche de la planète Botawi, ils sont surpris par la totalité de la flotte républicaine. Il y a eu une fuite, ou alors c'était, on va dire, un plan logique, un tacticien a repéré qu'ils allaient passer par là, et les Sith se font vraiment surprendre, parce qu'ils avaient affaire qu'à des petits contingents de vaisseaux, et là c'est vraiment toute la flotte de la République qui les attend dans l'espace Botan. Ça décime complètement les Sith, et du coup c'est un vent d'espoir pour la République, puisque en 10 ans c'est la première grosse victoire de la République contre les Sith. Alors tous les soldats, tous les Jedi sont super contents, le moral remonte, et par contre la flotte républicaine évacue rapidement la zone pour éviter la contre-attaque. Et la contre-attaque arrive, par contre ils sont obligés de se poser, parce qu'il n'y a plus de vaisseaux en orbite, donc les Sith arrivent, mais il y a un bouclier planétaire. Ils peuvent pas tirer de frappe orbitale, parce que le bouclier est trop puissant. Donc il faut débarquer des troupes au sol pour éventuellement arrêter le bouclier, mais ce qui oblige en fait les Sith à se poser. Sous le commandement du maître Jedi Belt Alusis, des soldats et des Jedi qui étaient restés sur place vont défendre la planète. Tous les défenseurs, donc les Jedi et les soldats de la République, seront tous tués, mais les dégâts qu'ils ont infligés à l'armée Sith sont tellement sérieux que les Sith vont renoncer à l'attaque de Botawi et vont se retirer. C'est une victoire qui est décisive, puisque la République n'a plus l'air faible et n'a plus l'air de bénéficier, on va dire, de l'effet de surprise qu'elle avait eu quand les Sith étaient arrivés dans l'espace Botan. Là c'était un conflit, deux armées face à face, et c'est la République, même si la République a perdu toute son armée, c'est la République qui a gagné puisqu'elle a forcé les Sith à se replier. Non, Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible. Préférez un autre objectif? Un objectif militaire? Alors dites où est la base. 4 ans plus tard, les Sith attaquent Alderaan. C'est une planète emblématique de la République puisqu'elle est un symbole de démocratie et de stabilité. L'Empire attaque, il est représenté par Dark Malgus et ses troupes, et il remporte la victoire. Mais ils ont un répit quand même de courte durée, puisque Jess Malcolm et Sattil Shan, donc Jess Malcolm c'est un soldat de la République, c'est un commandant de la République, et Sattil Shan qui est une Jedi, descendante de Bastila Shan et de Revan, contre-attaquent, et ils vont infliger de sérieux dommages aux Sith en place, si bien qu'ils vont reprendre le contrôle d'Alderaan. À ce moment-là, l'empereur il est conscient que le conflit risque de se prolonger indéfiniment. Ils viennent de subir quelques défaites, la République est prête à tout pour défendre les mondes qui lui sont chers comme Alderaan, et autant les mondes du noyau n'étaient pas forcément, enfin les mondes de la bordure extérieure n'étaient pas forcément très importants pour la République, autant Coruscant, Alderaan, ou des planètes qui sont très proches du noyau, le conflit est assez présent, et surtout les républicains sont assez agressifs de ce côté-là. Donc conscient que le conflit tourne pas vraiment en sa faveur, même si l'Empire Sith reste majoritairement plus puissant que la République, ils ont besoin d'un coup de pouce. Alors ils vont manipuler les Mandaloriens en faisant, en fait, les espions de l'Empire vont truquer, on va dire, une sorte de réapparition de Mandalore. Alors Mandalore c'est le chef suprême des Mandaloriens, c'est le seul qui peut diriger les Mandaloriens. Quand il n'y a pas de conflit, quand les Mandaloriens n'ont pas envie d'entrer en guerre, il n'y a pas de Mandalore. En fait, ils sont capables de vivre sans chef, mais quand un Mandalore est là, ils font ce qu'il leur ordonne. Donc du coup, les impériaux se débrouillent pour mettre un homme à eux sur le trône mandalorien. C'est pas vraiment un trône, mais c'est un peu analogue. Et ce Mandalore
demande aux Mandaloriens d'aller aider l'Empire contre la République. Alors ça n'a pas été, je pense, très difficile de les convaincre, parce qu'ils avaient quand même subi de lourdes pertes contre les armées de Revan, et prendre sa revanche sur la République, je pense que c'est une bonne carotte. Mais ils font ceci sans se douter un instant que le Mandalore n'est qu'une marionnette de l'Empire. 6 ans plus tard, alors que le conflit dure depuis 20 ans, les Mandaloriens bloquent la voie Hydienne. La voie Hydienne, c'est la route hyperspatiale la plus longue de la galaxie. Elle traverse bêtement la galaxie de part en part. Ce qui permet en fait d'avoir des transports relativement sécurisés, puisque c'est une voie commerciale qui est directe d'un bout à l'autre de la galaxie. Et les Mandaloriens donc font un blocus sur cette voie, et ils privent la République de toutes ses ressources qui proviennent des mondes en dehors du noyau. Ce qui est assez dérangeant, puisque du coup la population va commencer à manquer de ressources, de vivres, parce qu'ils peuvent pas non plus tout créer, de la matière première. Il va y avoir des émeutes, ça va être un peu l'anarchie sur Coruscant, jusqu'à ce que, au bout d'un an, un groupe de contrebandiers arrive à forcer le blocus en dispersant les Mandaloriens. À ce moment-là, les Mandaloriens sont mis en déroute par l'armée de la République et les quelques contrebandiers, et Coruscant retrouve son flux de ressources normales pour pouvoir réalimenter la guerre. Ça a quand même duré pendant un an, et pendant un an, Coruscant a été assez faible, mais quand même bien défendu par les mondes extérieurs. Les Sith ne pouvaient pas l'attaquer immédiatement, puisqu'il y avait quand même une barrière de monde autour qui était bien protégée. Face à l'échec des Mandaloriens et à son incapacité à prendre le dessus sur la République, l'Empire souhaite organiser une trêve. Donc il propose un sommet de la paix sur Alderaan, et bien sûr la République accepte. Toutefois elle est méfiante, mais bon, elle est épuisée par le conflit, ses ressources sont quand même bien entamées, et elle pense qu'au bout de 20 ans de conflit, il serait temps de mettre fin à la guerre. Donc sur demande des Sith, il dépêche des contingents de Jedi pour sécuriser les abords du sommet, pour éviter que quelqu'un vienne perturber la cérémonie ou l'événement. Et l'Empire profite des négociations pour attaquer Coruscant. C'est la cinématique d'ailleurs qu'on voit dans une des cinématiques d'introduction de The Old Republic, où on voit Dark Malgus, donc un Sith, attaquer le temple Jedi en faisant cracher une navette remplie de Sith sur le temple directement. Donc c'est la prise de Coruscant par les Sith, la destruction du temple Jedi. Donc bien sûr, l'Empire tient la capitale en otage, et la République, donc les dirigeants de la République, sont forcés de signer le traité sous les conditions dictées par l'Empire. Bien entendu, la République et le Second Empire sont loin d'en avoir fini, puisqu'il s'agit maintenant du déroulement en fait du jeu vidéo The Old Republic, où vous incarnez donc différents personnages. Donc ça peut aller du contrebandier, Jedi, Sith, il y a chasseur de primes, il y a le soldat impérial, le commando républicain, d'autres variations de Sith et de Jedi qu'on peut incarner et de suivre le déroulement des différentes histoires. Bien entendu, il va y avoir une résolution, puisque après, au bout de 10 ans de paix, en fait, on démarre le jeu 10 ans après la signature du traité de Coruscant, donc aux alentours de 3653, quelque chose comme ça. Et la guerre éclate 10 ans après. Et cette fois, la République a eu le temps de se reconstruire et a eu le temps d'infiltrer des agents dans l'Empire. Elle est prête et elle met sa pâtée à l'Empire. Donc comme je disais, le déroulement de cette période de l'histoire prend part dans le jeu The Old Republic. Mais l'histoire décrite sur le site de BioWare est légèrement différente, sans pour autant être inexacte.
D'ailleurs, il y a pas mal de cinématiques. Vous pouvez le trouver assez facilement en tapant The Old Republic Histoire pour trouver ce site internet. Éventuellement, je mettrai le lien dans l'article si besoin est. Donc, ça commence de cette manière, en fait, déjà par une première cinématique où on a une station spatiale républicaine en orbite autour de Korriban qui a pour but de surveiller les activités sur Korriban. À cette époque, les Jedi ne sont absolument pas au courant de l'existence du Second Empire. Ils pensent que la lignée Sith s'est éteinte avec Exar Kun, que Revan a maintenant disparu, donc du coup il n'y a plus de danger. Enfin, Revan a vaincu les Sith, le Triumvirat a été tué, et il n'y a plus de menace Sith dans la galaxie en fait. Du coup, ils surveillent Korriban, ils se disent on sait jamais qu'il y a encore des illuminés sur cette planète. Et il y a un deuxième effet, on va dire, à cette surveillance, ça empêche aussi des contrebandiers d'aller sur Korriban ramener des artefacts Sith. Parce que les artefacts Sith, aussi bien des œuvres d'art que des artefacts, mais bon, la moindre œuvre d'art Sith est finalement imprégnée du côté obscur et est un danger potentiel. Donc ils empêchent les contrebandiers de se rendre sur la planète pour la piller. Et là, des vaisseaux de guerre arrivent et attaquent la station. Alors bien sûr, ce sont des vaisseaux de guerre Sith. Donc le Jedi, le maître Jedi qui était en poste et sa Padawan n'était autre que Satele Shan. Donc lui, il succombe à l'attaque. Elle arrive à s'enfuir. D'ailleurs, l'attaque est menée par Dark Malgus et son maître. À la suite de l'affrontement entre le maître de Satele Shan et de Dark Malgus et son maître, parce que j'ai oublié les noms des autres protagonistes et ils sont pas très importants. Dark Malgus tuera son maître qui a été blessé au combat, et son maître le laissera faire, estimant que il était plus puissant que lui, que du coup il méritait d'avoir sa place. Donc Satele Shan s'enfuit de la station avec l'aide d'un contrebandier et elle court prévenir la République. Donc déjà là, on a une petite divergence, c'est qu'on n'est plus dans le bras de Tingel, on est sur Korriban. Alors après, est-ce que les deux secteurs sont pas très éloignés? Est-ce qu'ils ont mené les deux attaques de front ou pas? Rien, en fait, aucune des deux versions ne contredit l'autre. Il n'y a aucun moment où dit la seule et unique apparition des Sith c'était dans le bras de Tingel ou elle était sur Korriban. C'est potentiellement les deux ont pu se produire. Et du coup, Korriban fut la première prise des Sith, et après bien d'autres mondes sont tombés par la suite. Donc là, toujours l'histoire comme quoi les Sith vont sauter de planète en planète comme des sauterelles pour tout piller. Donc là, on reste à peu près sur le même schéma où ils vont commencer à conquérir les mondes les uns après les autres sans être arrêtés par la République. Et jusqu'ils vont lancer une attaque surprise sur la planète Alderaan pour distraire les forces de la République. Alors, est-ce que c'est réellement pour distraire ou pas, ou est-ce que ça a été qu'une conséquence? Finalement, ils ont décidé d'attaquer un symbole de la République. Alors soit ils attaquaient le symbole justement pour ce que ça représentait, et en disant si on fait tomber Alderaan, la République tombe. Soit ils ont dit on va attaquer le symbole, comme ça ils vont tous aller sur Alderaan pour défendre le symbole, et nous on va pouvoir taper ailleurs. Finalement, les deux solutions se valent, et elles peuvent très bien coexister. Donc il n'y a pas vraiment d'écart de ce côté-là. Après on retombe sur l'histoire, donc la courageuse riposte menée sur Alderaan parvint à remonter le moral, blablabla, je vous lis texto le site internet, parvint à remonter le moral des défenseurs de la République à travers la galaxie, mais l'Empire a toujours l'avantage. Alors là c'est un petit écart quand même, c'est que l'Empire a vraiment toujours l'avantage, et il est décrit jusqu'à la fin, même après sur la demande de la trêve, c'est l'Empire a l'avantage, mais il demande une trêve. Alors comme dirait en version originale l'amiral Ackbar, it's a trap. Problème, en fait, pourquoi un empire Sith qui a l'avantage, qui gagne des victoires, même si qui pendant 10 ans a fait victoire sur victoire,
a subi quelques défaites, mais continue quand même à gagner des batailles, pourquoi faire une trêve? C'est un petit point où je suis un peu en désaccord de ce côté-là, et je préfère la version où finalement l'Empire se sentant coincé parce que ses ressources diminuent et la République ne cède pas de terrain. Là, il y a besoin d'une trêve, parce que sinon le conflit l'Empire va y passer entièrement et il y aura plus rien sur quoi régner. Je préfère un peu cette version. Je me dis que c'est un peu plus réaliste que on est les plus forts, mais bon, on va quand même faire la paix. Après, bien sûr, une fois la paix signée, on démarre l'intrigue du jeu vidéo. C'est un climat de guerre froide d'ailleurs, puisque toute la première mission, en fait, chaque classe va avoir une sorte de quête principale, quête de classe, qui va le suivre du début à la fin sur le déroulement de son personnage. Il y aura plein de quêtes annexes, mais l'essentiel c'est la quête de classe qui va amener le personnage à faire quelque chose. Alors chaque quête de classe est quelque chose de différent. Moi j'avais joué un érudit où je devais soigner des maîtres Jedi qui étaient corrompus, qui subissaient l'influence du côté obscur. Et qui n'était pas une influence volontaire, c'était pas eux qui s'étaient mis en danger, c'est simplement qu'un site très puissant parvenait à prendre le contrôle à distance de certains maîtres Jedi. Pour des raisons que je ne dévoilerai pas, mais toujours est-il que ça rend le jeu très intéressant. Et à la fin de la quête de classe de mon personnage, c'est la déclaration de guerre. Donc 10 ans après, la guerre recommence entre l'Empire et la République. Eh bien qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire. Alors j'attaque maintenant un passage sur les personnages importants de l'histoire, et vraiment en fait 2 personnages importants, puisque ce sont on va dire les emblèmes de chaque camp. Donc le premier, je commence par la République, Satil Chan, donc qui est une descendante de Bastila Chan et de Revan. Alors petite fille ou arrière-petite fille, il y a quand même 300 ans d'écart, je pense que il y a quelques générations qui se sont étalées. Donc c'est une puissante Jedi. Elle est connue pour avoir redécouvert Titon, la planète où l'ordre Jedi est né. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans les anciens épisodes. Et d'ailleurs sur la planète Titon, on peut y jouer. Il y a toute une histoire sur l'apparition des premiers Jedi qui est assez intéressante, et l'apparition aussi des premiers Jedi noirs. Alors, maintenant, petite divergence, on va dire, je sors un peu du fil de l'histoire, je reviens sur le principe des grands maîtres de l'ordre Jedi. Alors, suite à des recherches assez approfondies, qui m'ont pris quelques heures, j'ai enfin pu trouver une solution, parce que certains sites, alors je parle de sites internet, hein, donc certains sites font état de sources nommant Satil Chan grand maître de l'ordre, et d'autres non. Alors, c'est des points qui discordent, c'est-à-dire que on sait qu'il est possible qu'elle soit l'un des grands maîtres de l'ordre, mais contrairement à certaines sources, il est impossible qu'elle ait été la première. Déjà, simplement parce que au commencement, vraiment au tout début de la création de l'ordre Jedi, il y en avait déjà un. Qui avait un nom, Biel-Duvik ou quelque chose comme ça. Et il y en a eu un juste avant Bastila Chan qui s'appelait Zim, qui a d'ailleurs été tué pendant la guerre, et 2 ans après, Bastila Chan a été nommé grand maître de l'ordre Jedi. Alors, certaines sources sont en contradiction de ce côté-là, et une source est très intéressante, fait état de 2 titres. Le titre de grand maître, donc mais vraiment grand maître, hein, pas grand maître de l'ordre, juste grand maître, donc grand maître Jedi, et le titre de maître de l'ordre Jedi. Alors apparemment, le maître de l'ordre Jedi est la personne qui dirige l'ordre, donc qui dirige le conseil Jedi, tandis que le grand maître Jedi est juste une distinction honorifique accordée aux plus puissants Jedi de l'époque. Il peut s'écouler plusieurs années si on estime qu'aucun Jedi n'est digne de recevoir le titre de grand maître. Il peut s'écouler plusieurs années sans qu'il y ait des grands maîtres, mais il y a toujours un maître Jedi de l'ordre, enfin un maître de l'ordre. Alors, on a des exemples connus, par exemple, il est fort probable que Satil Chan fut nommé grand maître grâce à sa redécouverte de l'ordre de la planète Titon, grâce aussi au fait qu'elle a affronté plusieurs fois des Sith, mais il y a très peu de chances qu'elle ait été maître de l'ordre.
Dans le jeu vidéo, en tout cas, elle n'est pas présentée ainsi. Elle est présentée simplement comme un membre du conseil, et même si elle prend des décisions, ce n'est pas elle qui dirige le conseil. Inversement, Mace Windu a été maître de l'ordre, puisqu'il a dirigé pendant un temps le conseil, mais il n'a pas été grand maître, puisque à cette époque, il y avait Yoda qui était lui-même détenteur du titre de grand maître. Alors, il faut bien voir ces deux distinctions. Et là où en fait, je pense que ça bloque, c'est au niveau de la traduction. C'est que dans tous les cas, on a Master déjà dans le titre, et souvent il y a Grand Master of the Order, ou enfin, c'est des traductions qui sont du fait qu'on est grand maître de l'ordre, maître de l'ordre. Je pense que tout est mélangé, et c'est ce qui crée ces petits soucis. Par contre, ce qu'on peut très bien prendre en compte, c'est que un maître Jedi très puissant qui siège au conseil va forcément à un moment ou à un autre devenir maître de l'ordre, comme ce fut le cas pour Yoda. À ce moment-là, Yoda cumulait à la fois le titre, donc la distinction purement honorifique de grand maître Jedi, et le titre également de maître de l'ordre. Ce fut le cas également pour Luke Skywalker, qui fut grand maître de l'ordre et grand maître et maître de l'ordre, et quelques autres Jedi dans l'histoire. Par contre, c'est vraiment un point très épineux, et j'ai vu certains sites en français, notamment celui qui décrit Satil Chan. Je ne vais pas le nommer parce que je ne veux pas non plus me faire engueuler entre guillemets. Donc celui qui décrit Satil Chan comme étant le premier grand maître Jedi, c'est faux. C'est le premier grand maître Jedi, ou le premier maître de l'ordre, date de bien avant. Dans tous les cas, il y a eu Zim en grand maître avant Satil Chan, et il était également maître de l'ordre puisqu'il dirigeait le conseil. Donc faut faire attention aux sources, et même les sites en anglais sont pas clairs à ce sujet-là. Et maintenant, on va parler de Dark Malgus. Alors, Dark Malgus, on pourrait vraiment le considérer comme un Sith de la vieille époque, parce qu'il n'a jamais cherché à obtenir plus de pouvoir politique qu'il en avait. Il aurait très bien pu exister à l'époque des premiers Sith, à l'époque où il fonctionnait avec un système de caste, puisqu'il est un guerrier Sith, et il n'a jamais cherché à être plus que ça. Même s'il a d'énormes talents, puisque c'est quand même un Sith très puissant, il maîtrise plusieurs langues. Il fait appel à des extraterrestres qui sont jugés incapables par les Sith pour servir de mercenaires, mais lui il y fait appel parce qu'il arrive à reconnaître leur valeur. Il a également une maîtresse. Alors normalement dans la culture Sith ça serait plutôt une esclave, mais lui il la considérait vraiment comme quasiment comme sa femme. Si bien qu'il l'emmenait en campagne, c'est Elena quelque chose comme ça. Elle a participé à la prise du temple Jedi sur Coruscant, avec aux côtés de Dark Malgus. Il était tellement puissant qu'il s'est permis d'entrer seul, donc accompagné de sa maîtresse qui n'était pas forcément une adepte de la Force. Il est rentré seul dans un temple Jedi. Dans un temple qui est quand même blindé de Jedi, c'est un site, et il y va tout seul. Bon, alors il savait qu'il allait recevoir un soutien, mais ça démontre quand même son audace et sa puissance. Sitôt qu'il a eu pris le temple, il est retourné voir son patron, son chef direct, et il a appris qu'en fait la prise du temple Jedi c'était simplement une ruse pour obliger la République à signer le traité de paix. Lui il n'était pas d'accord pour la paix, il disait on a l'avantage, faut qu'on y aille. Il a été remercié, on lui a dit machin, t'es gentil, tout ça. Bien sûr, il avait des rivaux. Il a dû sauver sa femme à plusieurs reprises, si bien qu'il s'est rendu compte que elle était une de ses faiblesses, et pour ça, il l'a tuée de ses propres mains. Donc, il lui a avoué son amour et il l'a tuée tout de suite après. En ça, il a une part de Jedi en lui, alors pas dans le meurtre qu'il a commis, mais en reconnaissant que l'attachement envers une personne pouvait le rendre irrationnel,
et donc le déstabiliser au cours des batailles. Il passait plus de temps à la sauver, à la surveiller, à la protéger qu'à être guerrier Sith comme il le devrait. Et ça, c'est une philosophie très Jedi où l'attachement est assez nuisible finalement, c'est ce qui a perdu Anakin Skywalker. Donc Dark Malgus est un être quand même très puissant. Il fut parmi les Sith les plus puissants de cette génération. Alors, on va dire qu'il y a toujours le Sith le plus puissant de sa génération, mais je prépare un dossier sur justement qui est le plus puissant. Parce que finalement on dit toujours le plus puissant c'est Revan, le plus puissant c'est machin. Qui est réellement le plus puissant? Qui a fait quoi? Alors je vais quand même je vais pas pondre des trucs au pif, je vais quand même me baser sur des choses réelles et avérées pour pondre ce truc. Mais ça va prendre un certain temps et ça interviendra qu'une fois que j'aurai terminé toute la chronologie de Star Wars. La route est dégagée, petit gars, fais-moi péter cet engin et on rentre. Et c'est la fin de cet épisode. Alors, moi je suis assez surpris quand même sur cet épisode. C'est un dossier que j'aimais beaucoup puisque du coup j'ai joué aux jeux vidéo. Autant les épisodes précédents, ça m'a demandé énormément de temps pour réaliser l'épisode. Parfois j'y ai passé plus de 3 heures. Là j'y suis depuis 45 minutes. Et il y a 35 minutes, j'en suis après quasiment à presque 40 minutes d'enregistrement. Le temps en fait simplement de préparer le logiciel, de tout intégrer. Ça a été vraiment assez rapide. C'est une période de l'histoire qui est vraiment super sympa, d'autant qu'elle est encore en déroulement. Pour l'instant on ne connaît pas l'issue. Enfin, on connaît l'issue, c'est-à-dire qu'on sait que l'Empire va perdre face à la République, mais il est possible que via le jeu vidéo The Old Republic, on ait des rebondissements, on ait des modifications de trame historique. Et c'est ce qui, je pense, rend la période très intéressante, plutôt que des périodes anciennes qui finalement n'étaient que... c'était sur du papier et puis point barre, je trouvais ça un peu moins vivant. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me joindre si vous le souhaitez sur Twitter, donc @GaryKover, GARIKOVER, sur le site starwars-podcast.com, donc dans les commentaires des différents épisodes, vous pouvez poster directement sans être enregistré, laisser des messages sur iTunes si vous aimez. Même si vous aimez pas, s'il y a des choses que vous trouvez que je fais un peu mal, on m'avait d'ailleurs reproché dans les uns des 2 premiers, j'étais assez monotone au niveau de la parole, parce que j'avais vraiment tendance à lire des pavés. Là je pense que j'ai été quand même un peu plus dynamique, je me suis beaucoup moins concentré sur le texte, et beaucoup plus sur l'histoire et le contenu. J'espère que c'est un peu mieux, je vais essayer aussi d'améliorer la qualité d'enregistrement, la qualité d'écoute aussi, puisque sur le dernier épisode j'ai vu qu'il y avait un gros blanc à un moment de quelques 10-20 secondes, qui était peut-être assez dérangeant. Je vais essayer de retoucher l'épisode pour republier une nouvelle version. Et voilà, donc si vous aimez, parlez-en autour de vous, faites connaître. Si vous aimez pas, dites-le sur iTunes, dites-le pourquoi vous aimez pas, et je pourrais toujours changer quelques petits trucs. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier, même des questions de manière générale à me poser, genre pourquoi ci, pourquoi ça, je peux y répondre, j'adore ça. C'est un univers que j'adore, et ça me gênera absolument pas de faire des recherches pour vous répondre dans le prochain épisode. Ciao!